Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un chapitre absolument passionnant du programme, la complexité du système climatique. On va se transformer en véritable détective pour mener l'enquête et comprendre comment la science arrive à lire le passé, à analyser le présent et surtout à imaginer l'avenir de notre climat. Prêt? C'est parti. Alors pour commencer, petit voyage dans le temps. Regarde bien cette scène, elle a été peinte au XVIe siècle. On voit des rivières complètement gelées, de la neige absolument partout. On se croirait dans un décor de film. C'est ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire. Et ça nous montre un truc fondamental. Le climat de la Terre n'a jamais été stable. Il a toujours changé. Là, tu te dis peut-être, d'accord, mais si le climat a toujours changé, où est le problème aujourd'hui? Et c'est une excellente question. C'est justement ça, le cœur de notre enquête. Qu'est-ce qui est si différent maintenant? Et surtout, comment les scientifiques font-ils pour reconstituer le puzzle des climats passés et anticiper ce qui nous attend? Bon, comme dans toute bonne enquête, la toute première étape, c'est de bien définir les mots qu'on utilise. On va donc commencer par faire la différence entre deux concepts qu'on mélange tout le temps dans la vie de tous les jours. D'un côté, on a la météo. La météo, c'est simple. Est-ce que je dois prendre un parapluie de moins? C'est du très court terme. De l'autre côté, il y a la climatologie. Là, on change complètement d'échelle, on regarde les moyennes sur de très longues périodes, au moins 30 ans. En gros, le climat, c'est la tendance de fond. C'est super important de comprendre ça, parce qu'une seule journée froide en mai ne remet absolument pas en cause le réchauffement global. Ok, maintenant que cette base est claire, on peut enfiler nos casquettes de détective du climat. Pour comprendre ce qui se passe, il faut partir à la chasse aux indices, aux preuves que le temps a laissées derrière lui. Premier indice, le plus récent, les thermomètres. Depuis la fin du 19e siècle, on a des milliers de stations météo et de bouées partout sur la planète qui enregistrent la température. Et ce graphique, il est sans appel. On voit une augmentation hyper claire de plus de 1 degré Celsius. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est pas tant la hausse en elle-même, c'est sa vitesse. À l'échelle de l'histoire de la Terre, c'est une montée quasi verticale. D'accord, mais comment on fait pour connaître les températures d'il y a des dizaines de milliers d'années? On n'avait pas de thermomètre à l'époque, évidemment. Eh bien, grâce à une archive naturelle absolument incroyable, les carottes de glace. Les scientifiques forcent super profond dans les glaces de l'Antarctique et ils extraient ces cylindres de glace qui ont piégé des petites bulles d'air de l'époque. C'est une véritable machine à remonter le temps. Et ce que ces archives nous racontent est juste fascinant. En analysant ces bulles d'air sur 400 000 ans, on voit que la courbe de la température et celle de la concentration en CO2, le fameux dioxyde de carbone, sont presque des jumelles. Regarde, quand l'une monte, l'autre monte. Quand l'une descend, l'autre descend. C'est comme si elles dansaient ensemble. Ce lien est fondamental. Ok, on a constaté le réchauffement. On a un suspect principal, le CO2. Maintenant, l'enquête passe à l'étape supérieure. Il faut comprendre le mécanisme. Pourquoi, physiquement, est-ce que la Terre se réchauffe? Pour ça, il faut imaginer la Terre comme un système, avec un budget énergétique. Pour que sa température reste stable, l'énergie qu'elle reçoit du Soleil doit être égale à l'énergie qu'elle renvoie vers l'espace. Si elle commence à garder plus d'énergie qu'elle n'en perd, eh bien sa température augmente. C'est logique. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre du bilan radiatif. Et le grand régulateur de ce budget, c'est l'effet de serre. Attention, l'effet de serre, ce n'est pas le méchant de l'histoire. C'est un phénomène naturel et même vital. Sans lui, la température moyenne sur Terre serait de moins 18 degrés Celsius. On serait des glaçons. En fait, ces gaz agissent simplement comme une couverture qui nous garde au chaud. Le vrai problème, c'est que depuis la révolution industrielle, on a rajouté une énorme couette par-dessus notre couverture. Puis une autre, et encore une autre. On a rejeté massivement ces fameux gaz à effet de serre. Et regardez la corrélation entre ces deux courbes. À gauche, l'explosion des concentrations de gaz depuis 200 ans. À droite, la courbe des températures qu'on a vue tout à l'heure. C'est frappant. Et là, voici la preuve scientifique irréfutable, le smoking gun comme disent les experts. Ce graphique, c'est un peu la signature de chaque gaz. Il montre que chaque gaz à effet de serre piège la chaleur sur des fréquences, des longueurs d'onde bien précises. C'est de la physique pure. En mesurant l'énergie qui ne s'échappe plus de la Terre, on sait exactement quels gaz sont responsables. L'enquête est bouclée sur ce point. Mais l'histoire ne s'arrête malheureusement pas là. Le système climatique est super complexe et il y a des mécanismes qui peuvent emballer la machine. Des effets boule de neige qu'on appelle des boucles de rétroaction. Alors attention au mot positive. Ici, rétroaction positive, ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle. En science, positive, ça veut dire qui renforce, qui amplifie. En gros, c'est un cercle vicieux. Une cause produit un effet qui, à son tour, renforce la cause de départ. Ça s'auto-alimente. L'exemple le plus simple à comprendre, c'est l'effet d'albédo. Imagine, t'es en plein soleil avec un t-shirt blanc ou un t-shirt noir. Avec le blanc, tu as moins chaud car il réfléchit la lumière. Le noir, lui, absorbe la chaleur. Pour la Terre, c'est pareil. La banquise est blanche, elle renvoie l'énergie solaire. L'océan est sombre, il l'absorbe. Donc, 1.
la planète se réchauffe. 2. La banquise fond. 3. La surface sombre de l'océan grandit et absorbe donc encore plus de chaleur, ce qui fait fondre encore plus de glace. Et la boucle est bouclée. Et ça, ce n'est pas de la théorie pour le futur, c'est déjà en action. On le voit avec la surface de la banquise arctique qui diminue à une vitesse folle. Et il y a un autre exemple très inquiétant, le dégel du pergélisol. Ces sols qui sont gelés en permanence en Sibérie ou au Canada, en dégelant, ils libèrent des quantités énormes de méthane. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2. Toute cette physique, toute cette chimie, bien sûr, ça a des conséquences très concrètes sur notre monde et nos vies. Alors, passons de la science aux impacts bien réels. Une des conséquences les plus directes, c'est la montée du niveau des mers. Elle s'explique par 2 phénomènes. Le premier est facile à comprendre. Quand les glaces qui sont sur les continents, comme au Groenland, fondent, eh bien cette eau va directement dans l'océan. On ajoute de l'eau. La deuxième raison, c'est la dilatation thermique. C'est simple, quand un liquide chauffe, il prend plus de place. Et vu le volume des océans, même une petite augmentation de température, ça fait une grosse augmentation de volume. Et le résultat, il est déjà là. Depuis 1900, le niveau moyen des océans a déjà grimpé de 20 cm. 20 cm, ça peut sembler peu, la hauteur d'une règle, mais à l'échelle d'une planète, c'est énorme, et ça a déjà des impacts majeurs sur toutes les régions côtières du monde. Pour bien visualiser le problème, regarde cette carte des Pays-Bas. Une immense partie du pays est déjà sous le niveau de la mer, protégée par des digues. Une montée de seulement 1 mètre, ce qui est une projection tout à fait possible d'ici la fin du siècle, mettrait en danger des millions et des millions de personnes. Alors, si on résume le dossier de notre enquête. D'abord, on a bien fait la différence entre météo et climat. Ensuite, on a vu l'épreuve d'un réchauffement actuel, bien réel et unique par sa rapidité. On a compris le lien historique entre CO2 et température grâce aux archives glaciaires. On a vu le mécanisme physique, l'effet de serre qui déséquilibre le budget de la Terre. Et enfin, on a découvert ses complices, les cercles vicieux qui amplifient tout le phénomène. La science, elle, a fait son travail. Elle a posé un diagnostic clair, solide, basé sur des faits, des preuves. Le patient, c'est notre planète, et le diagnostic est sérieux. La question qui se pose maintenant, elle sort des laboratoires. Elle n'est plus seulement scientifique. Elle nous concerne tous. Elle est citoyenne. Face à ce diagnostic, quelle sera notre réponse collective ? Ça, c'est le grand défi de notre génération.